Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La gamelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? Ich bin ein Berliner. Et si l'histoire donnait le tempo de la musique du présent? Ouvrez grand vos oreilles, vous êtes dans un podcast d'Histoire de lire. L'histoire, c'est maintenant et c'est avec vous. Vous êtes avec Napoléon démystifié. Napoléon n'est-il pas devenu un personnage encombrant de l'histoire de France? Certains lui vouent un culte fétichiste, d'autres une haine féroce. Les déformations dans ces deux camps et les silences injustes ont été nombreux à son égard. On pense notamment à Jacques Chirac refusant de célébrer le bicentenaire de la victoire d'Austerlitz. Comment sortir de cette mystification, de cette double tromperie collective? Je vous propose de vous en remettre à l'avis d'un homme de loi. Donc, pour parler de ce Napoléon démystifié et appréhender le vrai Napoléon, je suis avec Philippe Courroy. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes ancien procureur à Nanterre, avocat général près la Cour d'appel de Paris, et, et surtout un passionné d'histoire napoléonienne depuis de votre plus jeune enfance. Merci grand-père. Exactement, oui, la transmission. Alors, certains grands faits historiques de l'aventure napoléonienne font partie, de notre imaginaire et même de notre vocabulaire. Je pense à l'expression « c'est la Bérésina », voilà, pour exprimer une situation catastrophique, une déroute. Mais que s'est-il réellement passé lors de cette retraite de Russie au moment du passage de ce cours d'eau, la Bérésina, en 1812 ? Oui, la Bérésina, comme vous venez de le rappeler, est associée à cette aventure hasardeuse et désastreuse de la campagne de Russie. Napoléon qui va s'engager, qui va franchir le Niémen le 24 juin 1812, qui rentre en Russie, qui est dévoré par cet espace que les Russes lui abandonnent, qui va jusqu'à Moscou et qui commet l'erreur d'y rester 35 jours. 35 jours de trop, de partir le 19 octobre, et l'hiver s'annonce à partir du 6 novembre. Il faut revenir vers l'ouest et il faut essayer de gagner Minsk, qui est entre les mains des Français. Et c'est à ce moment-là que l'armée arrive devant le fleuve de la Bérésina, qui est à Borisov. Ils prennent la ville de Borisov. Nous sommes à 600 km à peu près de Moscou. Mais comment franchir ce fleuve qui n'est pas complètement gelé et donc qu'on ne peut pas traverser? Les Russes ont détruit le pont à Borisov. Napoléon est encerclé. Il a les Cosaques, l'armée de Wittgenstein, l'armée de Kutuzov. Et il faut absolument passer ce fleuve pour gagner l'Ouest. Comment faire? C'est toute la difficulté. Et à 16 km au nord de Borisov, on va trouver un gué où on va pouvoir jeter deux ponts. Et là, c'est un authentique exploit. Donc, contrairement à l'expression « c'est la Bérésina, c'est le désastre », c'est un authentique exploit parce qu'en 2 jours, vous avez l'armée française qui va passer grâce à l'héroïsme des sapeurs du général Eblé, 400 sapeurs qui vont aller dans l'eau glaciale, qui vont construire ces 2 ponts en un temps record, l'un emprunté par l'armée et l'autre par les canons, les charrettes, etc. Et ça va permettre de sauver en gros 50 000 soldats français. 5 à 10 000 fuyards qui n'auront pas voulu traverser les ponts le soir et qui auront préféré rester près du feu à faire des grillades de chevaux vont malheureusement pas pouvoir traverser parce que le lendemain, les ponts, le général Blé fait incendier les ponts et ils vont tomber entre les mains des Cosaques ou des partisans russes qui, dit-on, soit les embrochaient, soit les mettaient dans un réchaud d'eau bouillante. Donc leur fin n'était évidemment pas très enviable. Donc vous voyez, la Bérésina, contrairement à l'image, c'est au contraire un authentique exploit à la fois des sapeurs et un authentique exploit militaire qui a quand même permis de sauver une partie de l'armée française très largement dévastée par le général Hivert.
Alors, merci pour ce rétablissement de la vérité historique et je ferai attention maintenant en utilisant cette expression qui veut dire c'est un exploit, j'ai compris. Mais on le dit tous, hein, on le dit tous. Alors, ces déformations donc, sont nombreuses, donc je voudrais qu'on s'arrête du côté de la légende noire de Napoléon et poser la question de savoir si elle ne repose pas d'abord sur la parole de quelques détracteurs célèbres. Et je pense en particulier à Jean-Antoine Chaptal, donc chimiste, médecin bien connu, devenu ministre de l'Intérieur en 1801. Est-ce que Chaptal n'a-t-il pas joué un rôle majeur dans la légende noire ? Si, alors Chaptal a un avis partagé sur Napoléon parce que dans ses souvenirs sur Napoléon, qui sont d'ailleurs publiés par son petit-fils, je crois, bien après sa mort, mais à partir de ses notes, il va relever la supériorité intellectuelle de Napoléon, sa capacité de travail. Il dira l'homme était capable de travailler 20 heures par jour et nous n'avons jamais senti sa fatigue. Et puis en même temps, il va dire Napoléon est un homme qui n'est pas cultivé. Il n'a pas d'instruction et il n'a aucune humanité. Alors, il évoque Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau, retournant les cadavres en disant c'est de la petite espèce, avec cette seule différence, c'est que Chaptal n'est pas à Eylau et que d'autres témoins diront au contraire, Napoléon a montré beaucoup d'humanité, il a sauvé des blessés russes et il a montré, on a vu des larmes, j'allais dire, des yeux de l'empereur. La grande histoire est souvent teintée de la petite. Il se trouve que Chaptal avait des raisons d'en vouloir à Napoléon parce qu'ils ont partagé la même maîtresse qui était une comédienne qui s'appelait Thérèse Bourgoin. Et Napoléon, qui agissait parfois avec petitesse, il disait « je suis grand dans les grandes choses et petit dans les petites », fait venir un soir, alors qu'il travaille avec Chaptal aux Tuileries, Thérèse Bourgoin, et il l'a fait attendre dans son cabinet de travail, le valet ayant dit « Madame Bourgoin est là », etc. Alors, Chaptal, qui est son amant, qui est son protecteur en titre, va évidemment boire cette honte toute sa soirée, ranger ses affaires et le lendemain donner sa démission à l'empereur. Ce qui fait que ça n'est peut-être pas parce que Napoléon s'est fait sacrer empereur en 1804 qu'il a viré de bord et changé d'avis sur Napoléon, mais c'est peut-être pour une raison plus sentimentale. Merci sur cette lecture de la petite histoire, mais qui a son importance. Souvent, vous avez raison. Je continue dans la légende noire. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas sur Anne-Louise Necker, donc devenue la romancière Madame de Staël, qui s'est beaucoup opposée à Napoléon? Est-ce que sa plume n'a pas eu une influence dans le développement de la critique de Napoléon? Considérable. Madame de Staël, c'est, je pense, par rapport à Napoléon, à la fois de la désillusion et du dépit. C'est une femme issue de la grande bourgeoisie, Necker ayant été un banquier suisse devenu ministre de Louis XVI. Elle passe sa jeunesse dans les salons, elle a tous les codes de la conversation, de l'intelligence, de la culture des Lumières, etc. Quand Napoléon arrive, commence à émerger, elle pense que ça va être le porte-flambeau, l'héritier des valeurs de la Révolution, celle qu'elle aime, c'est-à-dire de 1789. Elle va être déçue, parce que Napoléon, c'est un militaire, c'est un homme d'ordre, et force est de constater que ce n'est pas un homme qui laisse énormément de place aux femmes. C'est lui qui dit « mon gouvernement n'est pas une plaisanterie, il faut que les femmes tricotent ». Et alors, quand Madame de Staël lui dit « mais général, pour vous, quelle est la première des femmes ?» Il lui répond « celle qui fait le plus d'enfants ». Donc à partir de ce moment-là, j'allais dire que le divorce intellectuel est consommé. Vous observerez que Napoléon va l'exiler hors de Paris, elle ira à Coppet, et je dis dans le livre que ça va devenir un cluster idéologique, c'est-à-dire qu'elle va y rassembler un certain nombre d'intellectuels et d'auteurs qui vont s'opposer à Napoléon. Il ne la fait pas arrêter, encore moins exécuter, etc. Mais bien évidemment, toute sa plume va se liguer contre Napoléon, avec une lecture des propos féministes qu'elle tient dans Corinne ou dans Delphine, et puis alors ce livre qu'elle publie en 1810 de l'Allemagne, qui est en faveur de l'unité allemande et qui va évidemment à rebours de l'Europe napoléonienne que Napoléon veut construire. Donc ils sont pas faits pour s'entendre, c'est une évidence pour toutes ces raisons. Et il est regrettable effectivement que des talents de plume comme Madame de Staël n'aient pas servi la cause de l'empereur.
Alors, encore un écrivain, mais là, que dire de celui-là, François-René de Chateaubriand, dont les pensées étaient souvent donc accaparées, on peut dire, par le petit caporal. Napoléon a peut-être fini avec les rois, mais il n'en a pas fini avec moi. Oui, vous avez raison de dire que les pensées de Chateaubriand étaient accaparées par le petit caporal. Je ne suis pas certain que le petit caporal, c'est-à-dire l'empereur, ait été obsédé par Chateaubriand. De toute façon, je crois que les deux, c'était des égaux et des génies irréconciliables. Génie littéraire pour Chateaubriand et militaire et administrateur pour l'empereur, et puis deux égaux qui étaient évidemment irréconciliables. Donc Chateaubriand va s'opposer à Napoléon. Vous observerez qu'il ne sera exilé, lui, qu'à la vallée aux loups, à quelques kilomètres de Paris. Napoléon ne s'oppose pas à son élection à l'Académie française, mais il n'y rentrera pas parce qu'il devait faire le discours, un discours sur Chénier, qui était son prédécesseur, et comme Chénier avait été décapité avait été un révolutionnaire, Chateaubriand ne voulait pas faire son éloge. Donc il n'y rentrera pas. Mais Chateaubriand, au moment de la mort de Napoléon, va en fait lui reconnaître son génie et il dira « mais après Napoléon, c'est le néant ». Et après Napoléon, pourtant, vient la monarchie, le retour des Bourbons, et au fond, le pôle pour lui des grands hommes et de la grandeur, c'est Napoléon. Donc il y a tout ce paradoxe, en fait, dans les mémoires d'outre-tombe et dans Chateaubriand par rapport à Napoléon. Napoléon, qui par ailleurs était assez lucide sur ces grandes plumes qui ne lui étaient pas favorables, je crois qu'il disait « J'ai pour moi la petite littérature et contre moi la grande », donc il le savait. C'est exact. Alors, passons le Rubicon, passons de l'autre côté pour s'arrêter sur des hommes qui ont plutôt magnifié l'empereur, mais au point de déformer eux aussi l'histoire. Est-ce que le peintre Louis David n'est-il pas à mettre en haut de cette liste? Et à l'évidence. Alors on pense bien sûr au tableau du Sacre, peint par David, qui est une représentation tout à fait grandiose. On pense à Bonaparte franchissant le Saint-Bernard, qui est une représentation absolument erronée de la réalité des choses. Pourquoi dites-vous ça? Parce que Napoléon n'a pas absolument pas... Vous connaissez le tableau. On voit Napoléon caracolant sur son cheval, enturbané dans un manteau de couleur pourpre, sur des rochers sur lesquels il y a marqué Carolus Magnus, Charlemagne, Hannibal, donc il met ses pas dans ceux des grands hommes. Et en réalité, on sait que Napoléon a franchi le Saint-Bernard comme il devait le franchir, c'est-à-dire sur une mule qui était tirée par un montagnard, et le tableau de Paul Delaroche qui est peint dans les années 1840, je crois, est beaucoup plus fidèle, mais il s'agit en fait là de représenter le jeune Bonaparte franchissant le Saint-Bernard, conduisant son armée vers les plaines d'Italie, et c'est de la propagande. Avec dextérité, alors que les canons pesaient des tonnes, on les a poussés dans des troncs d'arbres qui étaient évidés, donc c'est une représentation qui est complètement mythifiée, de même que le Sacre, David va représenter Madame Mère Laetitia Ramolino, la mère de Napoléon, au centre du tableau. Elle n'y est pas parce que il y a une dispute avec son frère Lucien et qu'elle lui en veut, avec son fils Lucien, et elle en veut donc à Napoléon. C'est de la propagande, mais David, qui était un révolutionnaire, un homme de la Révolution, est fasciné par Napoléon, et vous voyez bien au travers finalement de David, de cette admiration et de ce génie qui est mis au service de Napoléon, que Napoléon est aussi un homme de la Révolution, dans cette filiation picturale. Tout à fait. En tout cas, David lui est resté fidèle. David lui est resté fidèle, et d'ailleurs après, il est parti, je crois, à Bruxelles, et il a eu une fin. Il ne s'est pas mis au service des Bourbons, contrairement à d'autres qui ont fait le virage sur l'aile. Alors, Philippe, stoppons peut-être cette longue liste pour se poser finalement la vraie question. Le pire ennemi de Napoléon, n'est-il pas Napoléon lui-même?
Alors le pire ennemi ou le pire ami, parce que alors si on est sur la propagande, c'est lui qui se met en scène. Je dis dans le livre que c'est l'agence de com Napoléon Bonaparte. Ça commence avec le Courrier d'Italie en 1796, où il rend compte, en tenant la plume, en étant le rédacteur en chef de ces conquêtes. Et puis après, nous aurons bien évidemment le bulletin de la Grande Armée, et qui met en scène les victoires de Napoléon, son génie militaire, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'inverse des monarques, lui en avait besoin. Il avait besoin de cela, parce que Napoléon est parti de rien. Il arrive au fait du pouvoir à 30 ans. Il n'a pas de légitimité dynastique, et donc il a besoin de cette propagande, et il a besoin de s'appuyer en fait sur le soutien du peuple. Donc ça passe par là, mais il n'est pas le premier ni le dernier à l'avoir fait. César l'a fait au travers de la guerre des Gaules. Louis XIV avec les démesures architecturales, mais heureusement qu'on l'a, et Versailles, Salon du Livre à Versailles, sans le château de Versailles, la ville de Versailles serait aujourd'hui une ville de la périphérie. Et plus récemment, vous avez Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, lorsqu'il dit « mais la France, c'était la résistance », c'est une représentation mythifiée, mystifiée de la réalité historique. Mais nous avons besoin de mythes. Un pays a besoin de mythes pour se construire. Et les gens qui appartiennent à ce pays ont besoin de mythes pour s'identifier. C'est comme ça qu'on construit une nation. Comme les mémoires de Gaulle réécrivent une partie de l'histoire au même titre que les mémoires de Napoléon. Bien sûr, et De Gaulle avait dit d'ailleurs, toute ma vie j'ai fait semblant. J'ai fait semblant que la France était à Londres, j'ai fait semblant d'être une grande puissance alors qu'il avait parfaitement conscience que finalement la France était devenue une puissance où il lui était difficile d'exister entre les deux blocs, etc. Mais ça fait partie de l'histoire et ça fait partie du rôle des grands hommes. Alors, petite phrase, la vie de Bonaparte était une vérité incontestable que l'imposture s'était chargée d'écrire, nous affirme Chateaubriand. Oui. Dans ses mémoires d'outre-tombe. Tout à fait. Donc, effectivement, une partie de la légende est bien écrite par Napoléon lui-même, on a bien compris. Et puis, il y a le mémorial de Sainte-Hélène, bien évidemment, où Lascaz va reproduire une vision revisitée par Napoléon. Je pense notamment à sa vision européenne, qui ne correspond peut-être pas forcément à ce qu'il voulait faire, mais depuis Sainte-Hélène, il dit qu'il a voulu construire l'Europe des peuples, l'Europe des nations. Je pense que c'était une Europe qui était quand même très française, une France dilatée, mais dans laquelle quand même il a apporté l'égalité des droits, directement inspirée par la Révolution, les codes, et que les armées françaises qui ont envahi les pays européens n'ont pas été des armées qui s'en sont pris aux populations civiles et qui ont détruit les appareils de production. Ce sont des armées qui, outre les conquêtes, ont apporté aussi des conquêtes idéologiques. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait très peur, très très peur aux dynasties régnantes. Et c'est pour cela que Napoléon apparaissait comme un parvenu et qu'il était évidemment impensable pour les empires ou les monarchies européennes de le laisser en paix. Philippe Courroy, vous avez fait plusieurs allusions à votre livre. J'ai oublié de dire que vous venez effectivement de publier chez Robert Laffont un livre intitulé « Accusez Napoléon, levez-vous ». Et vous abordez quelques sujets, j'allais dire, potentiellement litigieux, qui sont au cœur de ces légendes. Vous vous interrogez notamment pour savoir s'ils sont à charge ou non pour l'empereur. Et votre première question est, par exemple, Napoléon, tyran despote ou homme d'exception ? Donc, pour y répondre, j'allais dire, certains feront la distinction entre le premier consul et l'empereur, mais j'ai envie de vous demander si le ver n'était pas dans le fruit depuis le début, enfin en tout cas depuis le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8, donc le 9 novembre 1799. Quelle est votre réponse ? Le coup d'État, il intervient dans quel contexte ? Il intervient au terme d'une révolution française qui dure depuis 1789, avec des régimes successifs,
sanguinaire. La terreur est quand même un régime absolument sanguinaire. Il doit y avoir à peu près 20 000 personnes qui ont été décapitées et exécutées, 500 000 arrestations. Donc c'est pas quand même une période phare des libertés de l'histoire de France. Il intervient, alors que la terreur, certes, est derrière lui, mais dans la période du Directoire. Le Directoire, c'est quoi? C'est un régime corrompu. C'est un régime assiégé de l'intérieur et de l'extérieur. Sur les frontières extérieures, nous sommes menacés notamment par l'Autriche qui veut régler son compte à la Révolution. Et à l'intérieur, vous avez les Jacobins qui disent les directeurs, hommes de salon, etc., ils ont trahi les idéaux de 1792-93. Et puis vous avez les monarchistes, vous avez les royalistes qui veulent rétablir les Bourbons. Le régime est en pleine décomposition. C'est d'ailleurs un des directeurs qui veut le détruire, qui veut l'abolir, ce régime. C'est Sieyès. Sieyès, qui est l'homme de la Révolution, celui qui a rédigé ce petit opuscule « Qu'est-ce que le tiers-État ? Rien. Et qu'est-ce qu'il doit devenir tout ?» Donc c'est vraiment un des phares de la Révolution française. Et Sieyès dit « Moi, j'ai besoin d'une épée. On va renverser le Directoire et après, je reprendrai les choses en main, je ferai une constitution et nous repartirons sur des bases qui sont... dans son esprit, une espèce de république à l'américaine. L'épée va être Napoléon. On avait pensé à un moment au général Joubert, mais il est mort. Donc ça va être Napoléon. Bonaparte revient d'Égypte. Il observe les choses de loin. Il est loin, mais il les observe. Et il dit la poire est mûre. Parce qu'il a compris quel était son destin. Il sait ce qu'il vaut. C'est un homme d'exception. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme d'exception. Et le coup d'État des 18 et 19 Brumaire va être tricoté très, très habilement, puisqu'on exfiltre les chambres à Saint-Cloud au motif qu'il risque d'y avoir des troubles jacobins ou anarchistes. Et Napoléon se fait nommer chef de la garde nationale. Et tout se joue le 19 Brumaire, où il rentre dans le Conseil des 500. Il dit, il faut changer la Constitution. Voilà, les députés se mettent à hurler en disant rétablissez les directeurs démissionnaires, etc. Ils le menacent. Vous avez d'ailleurs le tableau qui représente le 19 Brumaire où il est très très mal en point. D'ailleurs, il n'a pas tenu son meilleur rôle. Son discours n'est pas très bon ce jour-là. Tout le monde s'accorde pour le dire. Alors il ressort et il dit à l'armée, mais est-ce que vous êtes prêts à soutenir votre général? Oui, on va le soutenir. Et à ce moment-là, l'armée rentre et les députés sont expulsés. Et le régime, Napoléon va à ce moment-là devenir consul, lui-même tenir les rênes de la nouvelle constitution qu'il faut élaborer. Sieyès est mis à l'écart et le voilà au pouvoir. Vous observerez que, certes, ça n'est pas un processus démocratique, mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1799. Le XVIIIe siècle est en train de finir. Vous n'avez pas en Europe énormément de démocratie, énormément de république. Il n'y a pas une goutte de sang versée dans ce coup d'État. Il n'y a pas une goutte de sang versée. Et cette constitution de l'an 8, elle donnera lieu après à un plébiscite, et elle sera très, très majoritairement adoptée, puisque je crois qu'il doit y avoir 1500 noms simplement sur 3,5 millions de oui, si je ne me trompe. Dans les noms, vous avez notamment Lafayette qui sera contre. Pas de sang versé, une assise populaire extraordinaire, et c'est ça quand même qui marquera le fil rouge du règne de Napoléon, c'est quand même cette assise populaire. C'est-à-dire que de la bourgeoisie à la paysannerie, en tout cas pendant les 2 tiers de son règne et de son gouvernement, le peuple sera avec lui. Et lorsqu'il revient durant les 100 jours, qui est avec lui? La classe ouvrière et la paysannerie. Donc c'est un homme qui a une assise populaire très très forte. Grand merci Philippe Courroy pour ce rappel des faits historiques du 18 Brumaire. On n'en dit pas plus sur votre livre. Vous l'avez compris, le sujet de ce podcast et notre conversation sont inspirés de ce dernier livre, Accusé Napoléon, levez-vous, l'empereur à la barre de l'histoire, aux éditions Robert Laffont.
Ce livre d'ailleurs très plaisant car truffé d'anecdotes et original dans sa forme puisque vous faites le procès de Napoléon devant l'histoire avec 6 chefs d'accusation. Exemple d'interrogation, Napoléon est-il un chef de guerre hors pair ou un insatiable guerrier sanguinaire? Voilà, à chaque fois, vous développez, vous pesez les arguments de l'accusation et de la défense et vous essayez de garder ce regard qu'on vient d'entendre, impartial. Des voix viennent à la barre comme Victor Hugo. Ce qu'on lui reproche est de l'homme, le reste est de l'archange et du géant. Voilà, pour connaître le verdict de Philippe Courroy, j'allais dire, courez vite tous en librairie. Un petit message personnel pour ceux qui veulent découvrir l'histoire napoléonienne. La Fondation Napoléon, partenaire de ce podcast, a bien un site très documenté, napoléon.org. Vous étiez dans un podcast Histoire de lire. Vianney Malin à ce micro remercie Lucas Parino et Alexandre Méron au son et toute l'équipe d'Artea Communication à la diffusion et promotion. L'histoire continue et c'est avec vous la suite au prochain épisode.